Bonsoir à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue au public, à la presse ainsi qu'aux téléspectateurs. Nous devons excuser aujourd'hui Isabelle Magnier et Isabelle Wallet. Êtes-vous d'accord d'ajouter tous les points que vous avez reçus en urgence vendredi? Ça ne pose aucun problème. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour, je vais céder la parole à Monsieur le bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. En fait, la prise de parole d'aujourd'hui concerne nos amis chaunois. Je voudrais saluer le vote qui s'est déroulé hier à Chauny et féliciter le nouveau maire, Monsieur Telatinsky, David de son prénom. Je lui souhaite un bon mandat et je voudrais, au nom du conseil communal, que nous puissions lui adresser nos plus sincères félicitations et lui dire combien nous serons heureux de l'accueillir prochainement à Andenne, lui et ses colistiers. Par ailleurs, cela étant dit, il me semble que la motion déposée par M. Mattard relative à l'extrême droite et l'extrême gauche n'a pas lieu d'être aujourd'hui, ce jour, parce qu'il ne faut pas non plus stigmatiser l'ensemble des personnes et des Chaunois qui ont voté autrement. Donc moi, je vous propose que l'on reporte ce point, qu'on le reporte sine die parce qu'il n'a pas lieu d'être dans cette Assemblée. Monsieur Mattard. Merci, Monsieur le Président. Je suis évidemment un peu perplexe quant au fait que Monsieur le bourgmestre propose le report de sine die, c'est-à-dire à jamais, ou en tout cas ou plutôt à dans 6 ans, cette proposition de motion. En fait, je pense qu'on néglige peut-être un peu le fait que ce qui s'est passé dès le premier tour, et encore hier au deuxième tour, parce que Chauny est une commune chanceuse qui a évité les extrêmes, mais ce qui s'est passé au premier tour était particulièrement inquiétant lorsqu'on voit que le débat devient confisqué par les extrêmes, lorsqu'on voit que tout ce en quoi nous croyons tous ici en tant que démocrates est remis en cause d'une manière très naturelle par des candidats de l'extrême droite, mais aussi des candidats de l'extrême gauche. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'effraie. J'ai imaginé, au soir du premier tour, en voyant le résultat de l'extrême droite, je me suis imaginé quel type de relation nous pouvions avoir avec une municipalité française dominée et dirigée, ni plus ni moins, par un maire d'extrême droite. Ce n'était pas de la science-fiction, monsieur le bourgmestre, vous pouvez le reconnaître, ce n'était pas de la science-fiction du tout. Ça aurait pu arriver. Il aurait pu arriver que nous soyons amenés à avoir des relations avec ce maire. Et dès lors, à ce moment-là, je pense que j'aurais vraiment insisté. Je pense que vous m'auriez suivi. Et je pense que tous et tous ici, nous aurions été d'accord pour considérer qu'il était impossible d'avoir un dialogue politique ou même un dialogue culturel avec quelqu'un qui nie l'histoire de France, l'histoire de Belgique, l'histoire de l'Europe, une histoire qui est quand même encore récente, qui n'a pas plus de 80 ans, qui n'a pas plus de 8 décennies. Je pense qu'il aurait été vraiment dangereux et inquiétant que nous ignorions ce signal. Alors, monsieur le bourgmestre, je suis d'accord avec vous, il est hors de question de fustiger et de stigmatiser les électeurs, y compris ceux de l'extrême droite. Mais alors, il faut considérer que ces électeurs sont mal informés, sont peut-être en souffrance, n'ont peut-être pas été accompagnés suffisamment et n'ont pas trouvé de réponse au sein de la classe politique traditionnelle, peu importe qu'elle soit de gauche, de droite, de centre-droit ou du centre. Mais néanmoins, nous devons aussi donner des signaux forts, et c'est notre rôle de donner des signaux forts, que ce soit en Belgique ou en France, puisque, comme je l'avais écrit dans la motion, la France est quand même notre voisin le plus proche géographiquement, mais c'est aussi le plus proche culturellement et linguistiquement, historiquement même. Je pense qu'il est important de donner un signal fort
en expliquant que nous considérons depuis la Belgique, depuis la Wallonie, où nous avons au moins la chance de ne pas avoir de parti d'extrême droite qui pèse plus ou moins, il n'y a aucun parti d'extrême droite qui pèse du côté wallon. Nous avons cette chance, mais nous sommes aussi conscients que, parce que nous avons cette chance, qu'il est important de rappeler à nos voisins que l'extrême droite n'est rien d'autre que l'héritière de la période la plus noire du XXe siècle. Et c'était vraiment le sens de ma motion, c'était de considérer que nous n'avons pas le droit de banaliser ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, et en tout cas les partis qui nient les valeurs de la démocratie, l'historique qui a conduit à la construction de l'Union européenne, et en gros les vertus de notre État de droit et l'ensemble des droits qui sont portés depuis le siècle des Lumières au travers de la Déclaration des droits de l'homme consécutive à la Révolution française, mais également la Déclaration des droits de l'homme consécutive à la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il était important également de rappeler ces vertus qui font partie d'un héritage beaucoup plus large et beaucoup plus profond que les quelques années qui précèdent. C'était le sens de ma motion. Je regrette un peu que vous proposiez de la reporter sine die, parce que je pense qu'elle avait du sens. Elle avait un sens politique beaucoup plus profond que celui des élections municipales, que le second tour d'hier. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Mattard. Monsieur le bourgmestre. Mais simplement pour vous rassurer, le collège communal de vendredi dernier avait décidé, en cas d'élection d'un maire issu d'une liste d'extrême droite, puisque c'était le seul qui était encore en course, de proposer de suspendre les relations avec Chauny et le jumelage. Maintenant, je ne voudrais pas que l'on importe dans ce conseil communal d'autres choses qui se passent dans d'autres pays, même si je vous le dis en toute franchise, bien que, étant de gauche, je ne peux supporter les propos ignobles qui sont tenus par Jean-Luc Mélenchon et par d'autres. Le recours à la violence, tel que ça a été le cas auparavant, nous sommes bien d'accord sur cela, mais je propose de ne pas importer le débat au conseil communal d'Andenne. Monsieur Mattard. Très brièvement, Monsieur le Président, je me réjouis tout d'abord de ce que vous venez de dire, Monsieur le bourgmestre. Les propos de Jean-Luc Mélenchon et l'attitude d'instrumentalisation des citoyens par M. Mélenchon sont absolument inacceptables, de la même manière que l'extrême droite française aujourd'hui nous rappelle les épisodes les plus nauséabonds de notre histoire, de l'histoire du XXe siècle. Il n'était pas question d'importer à quelque fin que ce soit des questions politiques étrangères à Andenne, mais je pense que dans la motion que j'ai introduite avait un lien direct avec l'intérêt communal, puisqu'il y avait effectivement un jumelage qui pouvait être mis en question. Et plus largement, je pense qu'il relève aussi de l'intérêt communal de temps en temps pour une commune de dire à quel point il est important de fustiger et là de stigmatiser tous les discours extrémistes, quels qu'ils soient, et tous les discours qui contreviennent aux principes les plus fondamentaux de l'État de droit. Voilà. Mais voilà, j'ai bien entendu, j'imagine qu'il y aura de toute façon une majorité pour ne pas donner suite à cette proposition de motion, et donc j'accepte évidemment qu'elle soit reportée sine die. Merci, Monsieur Mattard. Quelqu'un... Oh, c'est timide, ça, Monsieur Dumont, je ne vous avais pas vu. Je vous en prie. Voilà, je voulais aussi m'exprimer en disant que, bon, je n'étais pas non plus, Philippe, très convaincu du dépôt de cette motion. C'est vrai que d'ailleurs, j'ai bien lu la délibération du directeur général qui disait que la motion n'était recevable que parce qu'on y parlait des jumelages andonnais et pour aucune autre raison. Sinon, elle n'aurait pas été d'intérêt communal. À partir du moment où, effectivement, c'est maintenant sans objet, puisque la commune jumelée française n'a pas de maire d'extrême droite, je veux dire, ça tombe sous le sens qu'elle n'a plus son utilité à ce stade-ci.
Je pense effectivement que le Conseil communal d'Andenne, qui gère l'intérêt communal des Andennais, même si chacun de nous, à travers ses expériences de vie, a certainement des avis sur plein de choses dans le monde, y compris sur les extrêmes, ce n'est pas le lieu, à mon avis, pour pouvoir établir une grande motion qui, si j'ai bien lu la motion, aurait été exportable aux autres communes francophones ou wallonnes. Ça ne me semblait pas le lieu, en tout cas, de pouvoir établir une législation par rapport à ceci dans ce lieu. Je rappellerai déjà que, par exemple, tu parlais de la France, mais alors, est-ce que le mois prochain, quand il y aura des élections municipales en Espagne, on allait remettre le couvert avec Podemos? Voilà, on pouvait, à ce moment-là, c'est tout le temps, ou alors on fait une motion générale pour l'Europe, mais alors on se pose un deuxième problème, qui est d'extrême droite et qui est d'extrême gauche? Parce que selon la personne à qui on va poser la question, tout le monde n'est pas d'accord. Regardez un peu le débat qui se passe sur le cordon sanitaire actuellement en Belgique. Tout le monde n'a pas le même avis sur les gens qui doivent être dans le cordon sanitaire ou pas. Donc ça me paraissait en tout cas, je ne dis pas que ce n'est pas une mauvaise idée, mais ça ne me semble pas ni le lieu de le faire, et ça ne me semble pas mûr, parce que si on veut faire ça pour les communes wallonnes, pour l'ensemble des communes wallonnes, avec l'ensemble des pays européens, ça doit se réfléchir. Et effectivement, il faut sans doute passer par un observatoire des extrêmes qui, sur base de critères objectifs et objectivés, pourra définir quel est le mouvement qu'on considère à la fois d'extrême gauche et d'extrême droite. Et puis une troisième réflexion que j'avais envie de faire, j'ai quand même l'impression aussi que quand on stigmatise les extrêmes, ça les renforce souvent. Ça les renforce, hein. On les stigmatise et donc ils rentrent dans le rôle de la victimisation et forcément ça les renforce. Qu'a fait la Macronie depuis 10 ans en France? Et je prends 10 secondes et puis je vous laisse tranquille. On a stigmatisé, pas d'accord avec le RN, etc. Et finalement, ça n'a fait que renforcer évidemment le RN en disant il y a les juges et les sachants, les élites intellectuelles qui jugent que nous, les représentants du peuple, nous sommes d'extrême droite, etc. Alors qu'effectivement, eux ne se considèrent plus d'extrême droite, enfin blablabla. Donc pour toutes ces raisons, en tout cas, ça ne me paraissait pas, et en toute amitié et en toute cordialité, un débat qui devait avoir lieu ici et qui était mûr, en tout cas, pour avoir lieu dans ce cénacle. Merci. Merci, M. Doumon, pour vos réflexions. Donc je vais... M. Goossens. Donc clairement, je te rejoins, Philippe. Non, pas Philippe, pardon. Monsieur Doumon, simplement, voilà, qu'on parlait du cordon sanitaire, pourquoi a-t-il été créé? On le sait, pourquoi ça a été créé. Enfin, je pense, ici, autour de la table, ça s'est créé à cause de la guerre pour les nazis. Donc voilà, c'est pour ça que le cordon a été créé. Merci. Voilà, donc pour clore ce débat, je vais passer au vote. Donc sur le report de la motion, donc c'est simplement la question que je vous pose, pour, contre ou abstention. Je vais commencer par 5300. Madame François? PSDA? Madame Seressia? Vu le résultat. Et pour ADN? Oui. Donc c'est une unanimité. Donc de nouveau, à titre personnel, je vais m'exprimer là-dessus. Je vois quand même que la teneur des débats ici, on évolue clairement. Hein. On s'entend, on s'écoute. Ça, c'est vraiment très, très agréable. C'est des points positifs pour l'avenir des Andennais. Alors, avant d'entamer l'ordre du jour, le directeur général m'a demandé de faire passer un petit message. Vous allez avoir 3 documents à signer, le registre des présences et 2 autres documents. Donc, n'en soyez pas surpris. Faites ça à votre aise. Il a même rédigé ça par ordre alphabétique, si je ne me trompe pas. Exact. Voilà. On peut entamer donc nos travaux. Premier point, association. Affiliation de la ville d'Andenne au réseau francophone des villes amies des aînés. Madame Crispin, un petit mot là-dessus, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Oui, vous allez être peut-être surpris pour certains, parce qu'on parlait déjà de ville amie des aînés à Andenne, mais en fait, on a été leurrés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la province de Namur a fait un groupement des villes amies des aînés pour les communes de la province de Namur. Et en fait, la province était affiliée à l'association francophone des villes amies des aînés, mais nous n'étions pas reconnus. Et donc, j'ai eu un contact avec cette association parce que suite au Covid, ça avait été mis un petit peu de côté, on souhaitait relancer.
Et on nous a dit, ben, la première chose qu'il faut faire, c'est vous affilier. Et donc, voilà pourquoi il y a une note technique avec tous les tenants et les aboutissants. Pourquoi on vous demande l'affiliation de la ville d'Andenne pour nous permettre d'aller de l'avant par après. Et on fera une mise à jour du diagnostic qui avait été déjà fait. Donc, on avait déjà bien travaillé, mais il y aura une mise à jour qui sera faite de ce côté-là. Voilà, et je suis à disposition si vous avez des questions. Oui? En fait, pour moi, c'est un très beau projet, mais j'avais deux questions, en fait. En fait, le nombre de villes belges qui sont intégrées dans le projet, parce que si j'ai bien vu, mais je ne suis pas sûr parce que je ne l'ai plus retrouvé après. Il y en a une dizaine, je Oui, pense, c'est ça, à l'heure 9, actuelle. hein, Voilà. c'est ça. Oui. Et est-ce que ce n'est pas alors trop orienté besoins français? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un souci à un moment donné? Non, parce que en fait, il y a, au niveau de la France, il y a la France et le Canada qui sont dans ce réseau-là, et d'autres États aussi, d'autres pays, d'Europe surtout. Et donc, on peut s'en inspirer parce qu'il y avait vraiment des mairies au niveau de la France qui sont de notre taille. Il y a des grandes villes, il y a des plus petites villes, des villes moyennes, et donc ça nous permet de nous inspirer au niveau des personnes âgées et de l'intergénérationnalité. On est déjà bien loin en matière ici au niveau Andenne, dans nos réflexions quand on fait des nouveaux bâtiments et tout ça. Et donc, non, ça ne va pas poser de problème. De plus, je me suis renseignée au niveau de la VIC, parce qu'il y avait un projet avant, avec l'ancien ministre, avec les villes amies des aînés, c'était Wallonie amies des aînés, qui a été mise un petit peu au placard maintenant avec le ministre Copiters, mais je sais que c'est un dossier qui ressortira à un moment donné, et donc que l'on soit dans le réseau est important parce qu'on pourra après peut-être répondre à des appels à projets quand ils sortiront. Donc voilà, on prend une longueur d'avance maintenant. Juste une petite question. Le conseil d'administration, si j'ai bien vu, ce ne sont que des Français, c'est normal. Je ne suis pas au conseil d'administration. On n'est pas au conseil d'administration. Non, on a un c'est ça. représentant. Donc, on proposait un élu, et donc c'est moi-même qui est proposé pour avoir toutes les informations et qui soit vraiment la personne de contact. Je ne participerai pas à des conseils d'administration, rien du tout. Donc voilà, on n'est pas fondateur du réseau. Merci, Madame Cruspin, pour toutes ces précisions. N'oubliez pas de passer par moi quand vous prenez la parole, s'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai répondu aussi. C'est pas grave. Non, mais voilà, il faut quand même que je montre que je suis là, autrement alors ça n'ira pas. C'est en toute amitié que j'ai dit cela, bien entendu. Voilà. Le deuxième point, contentieux, donc c'est la ville d'Andenne contre la région wallonne, rétrocession des points APE. Monsieur le bourgmestre? Mais souvenez-vous, fin d'année, dans le courant du mois d'octobre, nous avons appris qu'une série de points APE allait tomber dans les zones de police, dans les zones de secours, et 25% dans des points attribués aux régies communales autonomes. L'ensemble des communes ont réagi. Donc, Andenne a réagi pour ce qui concernait la régie communale autonome, la zone de secours et la zone de police. Les bourgmestres présents dans ces instances, quelle que soit leur couleur politique, ont décidé aussi à l'unanimité de solliciter la rétrocession de ces points APE vers les villes. La deadline qui était donnée était le 1er décembre 2025. Nous avons mis toutes et tous dans nos communes respectives en ordre pour obtenir la rétrocession de ces points APE. Et récemment, nous avons eu comme réponse que le dossier avait été sollicité et présenté au ministre Géolet en l'occurrence, mais que maintenant la date butoir fixée n'était pas le 1er décembre, mais le 23 octobre 2025, ce qui était tout à fait impossible. C'est comme si, dans un match de football, on nous annonçait aujourd'hui que tous les buts qui ont été marqués après la 80e minute des matchs précédents dans les 6 mois ne comptaient plus. Donc on change les règles du jeu en cours de match, et pour nous, c'est inacceptable. C'est pourquoi nous proposons d'aller
ont recours devant la Cour constitutionnelle. Merci, Monsieur le bourgmestre. Monsieur Mattard. Merci, Monsieur le Président. Oui, moi, je suis sage. Je suis un bon élève. Alors, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le Président, voilà, je suis à double titre un peu mal à l'aise par rapport à ce recours. Mal à l'aise parce que, d'une part, je comprends parfaitement les arguments qui conduisent à ce recours auprès de la Cour constitutionnelle. Mal à l'aise également parce que je ne vois pas trop l'utilité à nouveau de ce recours qui constitue ni plus ni moins un nouvel acte juridique, mais aussi politique, je me permets quand même de le dire, à l'égard du gouvernement. Alors, il porte sur la rétroactivité. J'ai bien lu les termes du décret du 19 décembre 2025, et effectivement, il y a un problème de lecture que l'on peut avoir par rapport à cette rétroactivité. Je dis problème de lecture, je vais y venir ensuite, in fine. Alors, j'ai déjà dit c'est un acte politique. Pourquoi? Parce que, en fait, l'acte administratif querellé, il n'existe pas. Hein. La décision ministérielle, à moins que je n'ai mal lu, je n'ai pas lu qu'il y avait une décision ministérielle prise, et du reste, l'exposé des motifs du recours le précise clairement. Il n'y a pas à ce stade, il n'y a pas d'arrêté ministériel qui notifie à la ville le refus de rétrocession des points PE. Alors, encore une fois, même si certaines dispositions du décret sont effectivement sujettes à débat, et ça je le reconnais bien volontiers, je trouve qu'effectivement, il est vraiment très difficile de s'y retrouver, et on se rend compte qu'il y a des marches avant, des marches arrière, qui sont extrêmement compliquées, et c'est vraiment pas très heureux en termes de légistique. Et ça, je suis bien d'accord. Mais néanmoins, le recours auprès de la Cour constitutionnelle est quand même hasardeux, parce qu'on sait que la Cour constitutionnelle n'est quand même pas friande d'accorder des arrêts en suspension aussi facilement. Et donc, on peut quand même s'interroger sur la probabilité d'obtenir un arrêt en suspension, et en annulation, ce sera probablement beaucoup plus tard également. Alors, on sait également que la DPR, sans surprise, avait prévu des économies drastiques en matière d'aide à l'emploi. Il y avait vraiment des objectifs de réduction de l'enveloppe. On sait que, et je l'ai jadis pratiqué directement, que l'enveloppe APE est une masse budgétaire extrêmement difficile à maîtriser parce qu'elle est soumise non seulement à l'indexation, indexation qui est prise en charge, qui doit être prise en charge par le gouvernement, mais également à la dérive barémique. Ce sont deux clés de croissance de la masse APE, et je vous assure que je l'ai bien, par le passé, je l'ai pratiqué, et c'était un casse-tête budgétaire qui a souvent donné lieu à de gros débats. Et donc, on sait évidemment qu'aujourd'hui, le gouvernement a des arguments budgétaires pour considérer qu'il faut diminuer l'enveloppe. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Je ne dis pas ça, croyez-le bien, pour donner raison au gouvernement, et je connais l'argument ici aussi que le collège utilise contre l'opposition, et notamment contre moi, lorsqu'il s'agit de discuter des recours introduits contre le gouvernement, mais on sait aussi que la Cour constitutionnelle sera sensible, indubitablement, elle sera sensible à l'argument budgétaire. Elle sait également que quand certaines décisions sont prises par le gouvernement, que ce soit par voie réglementaire ou par voie décrétale, à un moment donné, quand l'argument budgétaire est là, eh bien, ça peut aussi être un motif d'inflexion de la Cour constitutionnelle. Donc, alors, ensuite, il y a potentiellement également l'interprétation que la Cour constitutionnelle aura par rapport à la différence entre demande et fin de session. Demande de session ou fin de session. Actuellement, on sait que la nuance, en tout cas ce qui se trouve dans le décret actuel, pourrait être sujet à interprétation. Est-ce qu'il y aura une interprétation littérale ou est-ce qu'il y aura une interprétation que l'on qualifie de téléologique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la finalité, l'esprit du texte. Tout ça, la Cour constitutionnelle pourra également l'apprécier. Alors, en même temps que cette réflexion, nous devons également prendre en considération le fait qu'il y a un décret qui se prépare. Il va y avoir une réforme en profondeur du système APE, qui va probablement faire disparaître
un certain nombre de dispositions qui se trouvent dans la législation actuelle. C'est inévitable. Alors, je sais que la Cour constitutionnelle ne devra pas forcément considérer que le recours n'a plus lieu d'être uniquement parce qu'il a été remplacé par un autre, mais si des dispositions sont supprimées d'une manière substantielle, ça va quand même poser un problème de compatibilité entre le recours et la législation qui sera adoptée à l'horizon de 1 an, 2 ans. Et on sait que, de toute façon, la décision finale de la Cour constitutionnelle n'interviendra pas avant 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand je dis 1 an, c'est plus qu'optimiste, ce sera plutôt 2 ou 3 ans. Donc, pour toutes ces raisons, et notamment sur le fait qu'aujourd'hui, vous nous demandez de prendre une décision sur un acte qui n'existe pas, puisque la décision ministérielle n'a toujours pas été prise. Elle a simplement été annoncée, un peu comme par un oracle, par le Forum. Donc, à ce stade, l'acte attaqué n'existe pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, autant je suis mal à l'aise par rapport, effectivement, à la légistique un peu compliquée et peut-être pour le moins perfectible, je dis bien pour le moins perfectible, de ce passage du décret de 2025, du 19 décembre 2025, que j'ai pas envie de voter pour, j'ai pas envie de suivre le collège parce que ça me semble complètement inapproprié. J'ai pas non plus envie de voter contre parce que ça donnerait l'impression, et j'ai pas envie non plus de laisser croire que nous ne sommes pas sensibles à l'impératif pour la commune de récupérer ses moyens PE. Mais néanmoins, il y a des éléments dont nous ne disposons pas à ce stade. C'est la réforme future qui est en cours et qui risque de s'entrechoquer avec le parcours du recours auprès de la Cour constitutionnelle et qui ne sera traité que dans les mois qui viennent, c'est-à-dire en gros d'ici 2 ans. Et pour ces raisons-là, eh bien, à titre personnel, eh bien, je vais m'abstenir, ainsi que certains de mes collègues ici. Merci, M. Matar. Pourrais-je demander à tout un chacun, avant de céder la parole à M. Dumont, de ne pas papoter pendant que quelqu'un prend la parole? C'est aussi une sorte de respect, s'il vous plaît. Je ne vise personne, les personnes concernées sachent de qui je parle. Monsieur Dumont, M. Matar, votre micro, s'il vous plaît. Voilà. De manière assez courte, mais quand même, je dois avouer, j'ai relu ce dossier cet après-midi en deuxième lecture. J'oserais dire, écoutez, il faut 2 Cédergine et un tube de Nurofen pour lire ce dossier, parce que c'est effectivement une nouvelle législation qui est très difficile à comprendre. On sait que les communes allaient être pénalisées par la réforme APE. On leur donne des nouvelles règles du jeu, mais qui ne sont pas tout à fait claires, qu'on n'applique pas tout à fait, pour lesquelles il y a visiblement des incohérences, avec des paiements qui ne correspondent pas à la nouvelle réalité. Et puis après, on demande des explications au gouvernement et à la région wallonne, et on n'a pas de réponse. Je comprends, à titre personnel, tout à fait la position du collège de se dire à un moment donné, stop quoi. Alors j'entends bien, Philippe, tu parles de la réforme future, mais on se fout ici en 2026 de la réforme future. On veut juste l'application au temps T de ce qui est dû par rapport aux nouvelles règles du jeu. Et ici, on comprend difficilement les nouvelles règles du jeu parce qu'effectivement, elles sont mal édictées. Deuxièmement, on les applique, mais visiblement, le résultat des règles du jeu ne correspond pas aux règles du jeu telles qu'on les a compris. Et troisièmement, quand on demande des explications sur la distorsion entre les règles du jeu, déjà très difficile au départ, et l'application qui n'est pas la résultante des règles du jeu, il n'y a pas de réponse. À un moment donné, il faut demander des explications. Et donc, CQFD, je pense que l'action du collège est légitime parce qu'il faut arrêter de se foutre de la fiole des gens. La région wallonne et le ministre des pouvoirs locaux est là quand même pour faciliter le travail des communes. On se rend compte qu'effectivement, les communes doivent déjà accepter qu'il y ait des réductions substantielles en matière d'APE. Si c'est en plus pour créer des problèmes, des usines à gaz multiples dans lesquelles on n'en sort pas, c'est pas le but, quoi. Soyons simples, vivons cool. Merci, Monsieur Dumont. Votre micro, s'il vous plaît. Monsieur le bourgmestre. Juste une petite précision technique. Nous avons reçu aujourd'hui, en complément, les arrêtés ministériels refusant la rétrocession des points. Ça lève toute ambiguïté, je pense.
Merci, Monsieur Bourmestre, pour cette précision très importante. Monsieur Gillet. On peut recevoir une copie alors de ces documents? Bien sûr. Volontiers. Et quelle est la justification du refus? Soumettre ça au service juridique. On va soumettre le document. Voilà. On les a reçus cet après-midi via le forum, donc on n'a pas encore de notification officielle du ministre, mais les arrêtés ministériels sont signés. On va les examiner au niveau de la direction des services juridiques. On fera rapport au collège et le cas échéant au conseil. Mais voilà, les arrêtés existent. D'accord, merci. Monsieur Matar. Rapidement, bien simplement, cette nouvelle nous conforte dans le choix de l'abstention. Et ce que vient de dire Monsieur le directeur général me conforte aussi dans le choix de l'abstention, puisque à ce stade, nous n'avons pas eu de rapport et d'interprétation de la décision ministérielle. D'autres interventions sur ce point-là? On va passer au vote alors. Pour le groupe ADN. Ok, donc, si je comprends bien, engagé, non. Abstention, pardon, excusez-moi, je suis distrait. Oui, ni non. Non, Philippe l'avait bien expliqué en plus. Donc, le groupe, je dirais, écolo, citoyen, c'est oui, 5300, oui, PSDA, oui. MR. Je vous remercie. Deuxième point, au niveau contentieux, Ville d'Andenne contre la région wallonne, décret du programme mesures relatives à la taxe sur la force motrice, recours à la Cour constitutionnelle, autorisation d'ester en justice. Monsieur le bourgmestre, je vous cède la parole. Oui. En 2006, la région wallonne avait décidé, dans le cadre du plan Marshall 2.0, si je ne m'abuse, de soulager les entreprises en ne réclamant plus la taxe sur la force motrice, mais également en aidant les communes dans cette initiative en leur proposant une compensation fiscale. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de problème. Ça représente à peu près 1 200 000 euros de recettes au niveau des communes. Et nous avons lu un jour, nous avons été informés que le gouvernement wallon décidait de supprimer 40% de cette compensation fiscale, ce qui représente 525 000 euros. Alors, les communes se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée. D'une part, on les prive de moyens financiers qui ne sont pas négligeables, puisque ça représente plus d'1% de notre budget. Deux, ils nous mettent en porte-à-faux vis-à-vis des entreprises, parce que j'estime à titre personnel que vis-à-vis des entreprises qui ont décidé de s'implanter en Aisne et en Wallonie et en Aisne en particulier, il y a un contrat de confiance qui s'est noué. Ce contrat de confiance exprimait qu'il n'y aurait plus de recours à la taxe sur la force motrice, que les entreprises en étaient exemptées. C'est d'ailleurs ce qu'a exprimé sur la première jeudi passé le président, et ce n'est pas le syndicat socialiste, le président de l'UCM, en disant que cette approche qu'avait le gouvernement wallon de supprimer la force motrice mettrait d'une part en péril certaines entreprises et d'autre part, si elle n'était pas mise en péril, celle-ci refuserait demain, compte tenu de l'incertitude liée à cela, puisqu'on dit que c'est toujours en fonction des moyens disponibles que l'aide sera apportée, qu'on créait un doute au sein des entreprises et que celles-ci n'investiraient plus, à défaut de se séparer de personnel. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée.
il y a une possibilité de recours qui s'offre à nous et nous proposons, dès lors, à l'instar d'autres communes qui s'associeront à nous, d'aller devant la Cour constitutionnelle. Monsieur Matar. Merci, Monsieur le Président. Alors, ici, je suis tout aussi mal à l'aise, mais avec un équilibre un peu différent entre les arguments. En fait, je pense que la défense de l'intérêt communal, ce n'est pas systématiquement misé sur l'opposition entre un pouvoir de tutelle et l'intérêt de la commune. Je pense que ça peut aussi mettre mal à l'aise les élus, simplement parce qu'on peut aussi défendre l'intérêt communal en se posant la question des enjeux et des objectifs qui sont poursuivis par d'autres niveaux de pouvoir, en l'occurrence le pouvoir de tutelle de la région. Je connais, comme vous, hein, l'historique de cette mesure du plan Marshall. C'était effectivement en 2006, hein, lorsqu'on a pris toute une série de mesures plan Marshall. On avait boosté différents budgets, des budgets APE, on avait boosté le budget, on avait créé les pôles de compétitivité, on a pris cette mesure d'exonération de la taxe sur la force motrice. Et on s'est, au fil des ans, rendu compte, et ce n'est pas récent, mais ça a pris une toute autre mesure ces derniers temps, on s'est rendu compte que la dérive budgétaire était énorme. Alors, est-ce que l'on peut vraiment, nous, en tant que municipalistes, nous dire on se fout éperdument de la dérive budgétaire qui est provoquée par cette mesure au niveau de la Wallonie, hein? L'essentiel, c'est que la taxe ne puisse pas revoir le jour et que l'on puisse simplement nous la compenser, peu importe les difficultés que ça posera à un autre niveau de pouvoir. Donc, la question est celle-là, c'est que il y avait une nécessité de répondre à cette dérive, et je pense que si cette dérive n'est pas enrayée, si elle n'est pas jugulée, eh bien, je pense que ça pesera d'une manière plus indirecte, mais ça pesera également sur l'avenir des finances locales, par une autre voie, mais ça y aboutira également. Donc, mais par contre, clairement, la légistique à nouveau du décret, de cette partie du décret en 2025 était quelque peu peut-être hasardeuse, elle n'a peut-être pas tenu compte de tout, c'est possible. Elle partait d'une bonne volonté, d'un bon sentiment, en tout cas de l'objectif de juguler le dérapage budgétaire engendré par cette compensation. Et très sagement, le gouvernement, semble-t-il, a décidé de faire marche arrière et de mettre en pause la réforme des mécanismes de compensation du plan Marshall. Donc il y a déjà eu une décision. Aujourd'hui, il y a une pause sur la modification du mécanisme de compensation. Alors, ça ne va pas forcément remettre la totalité du budget sur les communes qui avaient cette compensation. Et on sait aussi qu'il y a aujourd'hui un mécanisme qui est envisagé. Ce mécanisme, c'est d'envisager une exonération par tranche de 5 ans qui va être incrémentée progressivement d'année en année. Cette suspension, cette exonération quinquennale. Mais en attendant, il y a une mise en pause, c'est-à-dire que le décret ne produit pas ses effets, et cette mise en pause, en fait, elle va donner lieu à une concertation. À nouveau, la concertation, elle va se passer avec les pouvoirs locaux, avec les communes, et elle va faire en sorte de trouver un équilibre au sein de cette triangularisation, parce que je dis triangle, pourquoi? Parce qu'on a les entreprises, on a les communes et on a les régions. Et tout le monde a ses enjeux. Il est hors de question que les entreprises soient à nouveau pénalisées par cette réactivation de cette taxe par les communes, mais il est hors de question, évidemment, qu'on laisse un dérapage budgétaire se poursuivre au niveau de la région, et il faut également faire en sorte que les communes soient compensées et soient traitées correctement. Donc il y a un équilibre à trouver entre ces trois pôles du triangle, et c'est l'objet de la mise en pause actuelle du décret, de cette partie du décret du 19 décembre à nouveau 2025, puisque c'était un décret programme. Il faut aussi bien considérer qu'il n'y a pas d'obligation, il faut rester lucide, il n'y a pas d'obligation de compensation éternelle de l'exonération de cette taxe. Et l'avis du Conseil d'État, puisque la note du Collège au Conseil repose également sur un avis juridique, qui est très, très pertinent, mais il ne vaut pas non plus annulation, et en l'occurrence au niveau de la Cour constitutionnelle.
C'est la section législative du Conseil d'État qui a remis un avis, avec évidemment des éléments qui sont certainement en défaveur du décret. Ça, personne n'en disconvient. Il y a eu une consultation juridique en plus, mais c'est pas pour ça qu'on va d'office pouvoir les faire valoir au niveau de la Cour constitutionnelle. Et globalement, qu'on le veuille ou non, en termes de bonne gestion budgétaire, le plafonnement est un mécanisme légitime. Donc ici, en l'occurrence, c'est entamer une procédure de recours contre une disposition qui est à ce stade gelée et sans savoir ce que la législation qui en sortira à l'horizon 2027 donnera comme avantage ou désavantage aux communes. Donc on est pour moi ici dans un anachronisme sur le recours. Et ici, en tout cas les engagés, nous nous opposerons à ce recours. Merci, Monsieur Matar, pour l'intervention. Oui. Madame Halleux. Merci, Monsieur le Président. Oui, pour notre groupe, en fait, on se dit qu'effectivement, est-ce que ça vaut la peine d'aller en recours au niveau de la Cour constitutionnelle si, effectivement, le décret est revu par le ministre? Il y a de nouveau une concertation qui est prévue, c'était dans les journaux, donc c'est vraiment officiel. On se demande si c'est quand même pas trop tôt et au niveau du budget, un recours, ça coûte quand même pour la commune. Donc c'est l'argent des Andennais qui est mis en jeu là pour aller en recours. Et donc on se dit qu'on pourrait attendre. Alors évidemment, on ne sait pas ce qui va ressortir d'une nouvelle mouture. Et donc, on est évidemment très méfiant, donc on va s'abstenir, voilà, parce qu'on n'a pas assez d'infos. Merci, Madame Halleux. Votre micro, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir sur ce point? Monsieur Erdekens. Très brièvement, j'entends et je comprends la réaction de Monsieur Matar sur le fait que la région essaye de juguler, je pense que c'est le terme que vous avez utilisé, de faire des économies. Et ce que je vais dire ici vaut aussi pour le point précédent, puisque c'est aussi une source d'économie dans la réforme APE. Mais le point commun dans les deux recours, c'est que la région fait ses économies sur le dos des communes. C'est quand même 525 000 € ici pour ce point et tout autant pour le précédent. Donc c'est bien que la région décide de faire des économies, mais c'est sur le dos des communes. Par rapport à la force motrice, on risque de se retrouver à nouveau en concurrence entre communes, avec des difficultés aussi pour des entreprises qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons particulières. Et alors, et ça vaut aussi pour le point précédent, il y a un élément qui n'a pas été cité, c'est le fair play administratif. De la même manière que dans le dossier précédent, ils ont changé la date, ici, selon les moyens, les crédits disponibles. On a déjà eu ce débat lors du dernier conseil communal par rapport aux crèches, mais c'était une enveloppe, et vous avez, avec monsieur le bourgmestre, rappelé tous les deux les rétroactes de cette réforme. Il y avait une raison d'être, justement, en termes d'attractivité à l'échelle wallonne. Ici, à l'échelle des crédits disponibles, je vais prendre l'absurde, s'il reste 100 € dans les crédits disponibles pour 100 communes, ça fera 1 €. On a 525 000 €. Alors certes, il y a le débat sur la réforme, le moratoire. Je vais reprendre ce qu'a dit M. Doumont pour le dossier précédent. On doit se baser sur le texte actuel et les moyens actuels. Tous ces éléments avaient été budgétisés. Et donc on est toujours dans ce problème de manque de fair play administratif. Je pense que c'est un critère de droit administratif à vérifier avec mon collègue là-bas. Et on ne rencontre pas ce fair play administratif dans le chef de la région, dans ces différentes décisions récentes par rapport à des mesures qui peuvent impacter budgétairement la région wallonne. Voilà, je tenais à vous le dire. Mais vous allez me répliquer, j'en doute pas un instant. Merci, monsieur Erdekens. Monsieur Matar. Vous allez être surpris, monsieur Legevin, et j'ai un profond respect pour votre analyse juridique. Et je suis d'accord avec vous, la question du fair play administratif est extrêmement importante. Et je dirais que la question du fair play administratif, pour moi, m'a sensibilisé davantage pour le point précédent, APE, où on a un organisme public, le Forum, qui annonce comme un oracle une décision à venir, une décision qui ne vient pas. Et on assiste à un imbroglio. Et effectivement, cette situation m'a
mis profondément mal à l'aise. C'est pour ça que j'avais vraiment pas envie, nous n'avions pas envie en tout cas de prendre position à ce stade. Ici, effectivement, vous avez, avec bon sens, et vous avez reconnu que chaque niveau de pouvoir avait aujourd'hui des difficultés. Effectivement, ce n'est pas, on peut considérer comme injuste que les communes doivent faire des efforts pour répondre aux enjeux de la région, et je pense que l'objectif n'est certainement pas celui-là. Donc je pense vraiment qu'il y a un intérêt réel à se baser sur ce que j'ai appelé tout à l'heure la triangularisation des enjeux entre entreprises, régions et communes. Aujourd'hui, je pense que le ministre des pouvoirs locaux a, lui, et je dis ça peut-être par rapport au point précédent, a eu l'élégance de se dire tiens, mon texte comporte peut-être quelques lacunes, peut-être que j'étais un peu vite dans la rédaction de ces articles du décret-programme, et il a remis immédiatement, il a suspendu les effets juridiques de cette partie du décret, et il a réouvert ce dispositif à la concertation. Bon, voilà, c'est aussi la raison pour laquelle il me semble qu'il y avait un intérêt à considérer qu'il valait peut-être mieux attendre les résultats de cette concertation avant de s'emporter et se laisser aller à des querelles judiciaires. Donc voilà, c'est, me semble-t-il, la meilleure manière de faire, c'est d'attendre ce que le ministre des Pouvoirs locaux proposera, quels seront les résultats de la concertation et de quelle manière on pourra rédiger un décret qui convienne à l'ensemble des parties prenantes. Merci, M. Mattard, pour vos réflexions. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent prendre la parole sur ce point avant de passer au vote? Merci. Donc, pour le groupe ADN. Les engagés, oui. Oui, en tout cas, pour la frange engagée d'ADN, nous dirons non à ce recours. D'accord. La frange écolo, ce sera abstention. La frange citoyenne, ce sera abstention également. 5300. Juste une question. Est-ce qu'il y a un délai pour introduire le recours ou un délai maximum qu'on ne peut pas dépasser pour l'introduire? Monsieur le bourgmestre. Est-ce qu'il y a une date de départ avec... Oui, il y a une date butoir. La seule chose ici, c'est que on nous annonce, et j'ai eu beaucoup de contacts avec les uns et les autres, en fait, on ne sait pas ce qui va sortir de cette réforme. Et je pense que ici, c'est vraiment nous prémunir. Voilà. Ma question, c'était si le recours n'est pas introduit maintenant, est-ce qu'il est temps après de l'introduire ou pas? On a un délai de 6 mois. C'est dans la page 79, je ne sais pas si on a la même numérotation. À dater du mois de décembre 2025. Voilà. Mais bon, maintenant, s'il y a une suspension, on verra. Mais le délai de recours en annulation est de 6 mois. Donc pour nous, ce sera une approbation. Merci, Mme François. Pour PSDA, Mme Seressia. Approbation. Pour les maires, Mme Navet. Merci beaucoup. Je vous remercie. Point suivant concerne le CPS d'Andenne, sa commission locale pour l'énergie. C'est une communication sur le rapport d'activité 2025. Monsieur le Président du CPS, un petit commentaire là-dessus, s'il vous plaît. C'est une prise d'acte. Grosso modo, c'est résumé de la commission locale pour l'énergie. Et on a eu 33 dossiers. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est pour l'année 2025, donc j'y étais pas. Donc je lirai comme vous le rapport. Donc il y a eu 33 dossiers. Tant pour gaz qu'électricité. En termes d'électricité, il y a eu 16 décisions confirmant la perte ou le statut de client protégé. Au niveau du gaz, 12 décisions confirmant la perte du statut de client protégé. À chaque fois, il y a les missions d'information par rapport à cela. Le CPS est très attentif et surtout pour le moment, avec tout ce qui est risque énergétique, risque de compteur à budget quand nous recevons des documents, que ce soit de l'AIEG ou de notre GRD, on écrit automatiquement à la personne visée en vue de le protéger et de permettre l'énergie, qui est un droit fondamental, mais qui explose pour le moment, et d'autant plus pour le moment avec l'actualité. Voilà. Merci, Monsieur le Président, pour ces précisions. Pas d'autres interventions sur ce point? Merci. Le troisième point bis, un point divers qui a été mis en urgence, qui est reporté, et je vais passer la parole à Monsieur le bourgmestre pour vous en donner la raison. Simplement, le règlement général de police administrative
devait être modifié pour tenir compte de la mise en application du nouveau code pénal à partir du 4 avril 2026. Il se fait que dans fin de journée vendredi, nous avons appris que ce nouveau code pénal n'entrerait pas en application à cette date, qu'il était postposé. Donc on ne va pas commencer à refaire un nouveau RGPA et puis peut-être demain, si le code pénal est modifié encore, de refaire un nouveau. Donc on va attendre d'avoir le code pénal modifié pour adapter le RGPA. C'est juste du bon sens. Merci pour cette précision, Monsieur le bourgmestre. Le point suivant est un projet de motion relatif au coût de l'énergie qui sera introduit par Monsieur Philippe Raskin. Merci, Monsieur le Président. C'est un projet de motion, évidemment, un sujet qui nous concerne tous, puisqu'il nous impacte tous autant que nous sommes. Considérant que la guerre au Moyen-Orient a pour conséquence une explosion des prix de l'énergie, en particulier de l'essence, du diesel, du gaz et du mazout, considérant que l'énergie est un bien de première nécessité et que toute hausse des prix pèse d'abord sur les ménages modestes, mais aussi sur de nombreuses classes moyennes déjà fragilisées. Considérant l'impact très important de cette explosion des prix de l'énergie sur le budget des ménages, considérant que les moyens permettant de se chauffer coûtent plus cher et que plus d'un Belge sur 5 souffre déjà de précarité énergétique. Ce chiffre risque dès lors d'exploser en raison de la situation actuelle. Considérons que se déplacer coûte plus cher avec l'augmentation des prix du diesel, de l'essence et du gaz. Plusieurs ménages n'ont pas de possibilité d'éviter ces augmentations. Considérant que de nombreuses familles sont déjà confrontées à une augmentation généralisée du coût de la vie et que les mesures prises par le gouvernement fédéral et régional font peser un risque croissant de précarisation des familles. Considérant que cette situation impacte également très fortement les finances de notre commune, de notre CPAS, de nos écoles, de nos infrastructures sportives, de nos associations et plus largement des services publics locaux, considérant l'impossibilité pour notre commune d'échapper à cette situation d'augmentation des prix de l'énergie et de protéger directement nos citoyens, considérant les demandes supplémentaires potentielles à destination de notre CPAS, au travers notamment du Fonds social mazout, du Fonds social chauffage et du Fonds gaz-électricité, considérant que la seule mesure prise par le gouvernement fédéral a été d'augmenter les taxes, les accises donc, sur l'essence, le diesel, le gaz et le mazout, considérant le projet du gouvernement fédéral visant à détricoter le tarif social pour l'énergie, qui permet actuellement à de nombreux ménages de bénéficier d'une énergie à un prix accessible et régulé. Considérant les politiques du gouvernement fédéral et du gouvernement régional qui continuent à augmenter les charges à destination des communes. Considérant qu'une politique énergétique juste suppose aussi un soutien structurel aux communes, aux CPAS et aux dispositifs locaux d'accompagnement. Notre conseil communal dénonce évidemment l'inaction du gouvernement fédéral face à l'explosion des prix de l'énergie, dénonce l'insuffisance des réponses apportées par le gouvernement fédéral et le gouvernement régional face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, ainsi que face à ses conséquences sociales pour les ménages et les pouvoirs locaux. Demande aux autorités fédérales et européennes de mettre en place des mécanismes structurels de régulation des prix de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers, et en cas de crise exceptionnelle, des mécanismes de contrôle permettant de garantir des prix accessibles aux citoyens. Demande au gouvernement fédéral de revenir sur sa réforme visant à augmenter les accises sur l'essence, le diesel, le gaz et le mazout. Demande au gouvernement fédéral de prévoir également des mécanismes de protection équivalents pour les combustibles non couverts par le tarif social actuel, notamment le mazout. Demande au gouvernement fédéral de maintenir le tarif social pour l'énergie en doublant le nombre de bénéficiaires au travers d'une extension au BIM, donc c'est les bénéficiaires d'intervention majorée. Demande au gouvernement fédéral et régional de renforcer les moyens des CPAS afin qu'ils puissent faire face à l'augmentation des demandes d'aide énergétique, de guidance sociale et d'accompagnement préventif. Demande au gouvernement régional d'activer pleinement les dispositifs régionaux de protection, comme le statut de client protégé conjoncturel. Demande au gouvernement régional de soutenir structurellement les communes dans leur stratégie locale énergie-climat. Et charge le collège communal de transmettre la présente motion au gouvernement fédéral, au gouvernement régional,
au groupe parlementaire concerné et au CPAS d'Andenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Raskin, pour cette belle motion. Alors, je vois que j'ai beaucoup d'amateurs. Je ne sais pas qui a levé la main en premier. Madame François? Allez. Merci, Monsieur le Président. Au nom de notre groupe, nous souhaitons dire quelques mots à propos de cette motion. La hausse des prix de l'énergie crée aujourd'hui des difficultés pour beaucoup de citoyens, mais aussi pour nos services et nos structures locales. Il nous paraît donc normal que la commune puisse relayer ces préoccupations, d'autant qu'aucune décision concrète n'est sortie du Conseil des ministres restreint qui s'est tenu le vendredi 20 mars dernier. Il est clair que la crise que nous traversons dépasse largement le cadre communal. Elle touche l'ensemble des niveaux de pouvoir, chacun avec ses responsabilités, mais aussi avec ses contraintes et ses marges de manœuvre. Dans ce contexte, il nous semble important de rappeler que les réponses doivent être envisagées de manière coordonnée en tenant compte de la complexité de la situation et des réalités propres à chaque acteur public. Dans cet esprit, nous considérons que l'objectif de cette motion est surtout d'encourager un renforcement des protections existantes, une adaptation des aides sociales lorsque c'est nécessaire et un soutien suffisant aux communes qui accompagnent les citoyens au quotidien. Il s'agit aussi de rappeler l'importance de garantir un accès à l'énergie qui reste supportable pour tous. L'Espagne a annoncé 80 mesures de 5 milliards d'euros avec baisse des taxes sur l'énergie et gel temporaire des loyers. L'Italie, quant à elle, a baissé les taxes sur le carburant de 25 centimes d'euros. Rappelons qu'en 2022, en pleine crise énergétique, le gouvernement fédéral avait pris la décision de baisser fortement les accises de 14,4 centimes le litre. La ville, par cette motion, joue pleinement son rôle de relais démocratique en faisant remonter les préoccupations du terrain et en contribuant au dialogue institutionnel que nous souhaitons constructif, équilibré et respectueux du travail de chacun. Dans cette logique et dans la continuité de cette approche, notre groupe apportera donc son soutien à la motion. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame François. Monsieur Boucharouf, puis je reviendrai de l'autre côté. Alors, je suis jeune, je viens seulement de me lancer en tant qu'indépendant et je comprends notamment la joie, mais surtout les difficultés que subissent tous les indépendants, les commerçants et les PME. Donc, considérant que l'augmentation du coût de l'énergie entraînera une hausse des charges pour les indépendants, les petits commerçants et les PME, tout en réduisant la capacité d'investissement des ménages, aggravant ainsi encore les pertes financières pour l'ensemble du tissu économique. J'aimerais rajouter dans le point 3 et le point 4, lorsqu'on dénonce l'insuffisance des réponses apportées par le gouvernement fédéral et le gouvernement régional face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, ainsi que face à ses conséquences sociales pour les ménages, pour les pouvoirs locaux, mais aussi pour les indépendants, les commerçants et les PME, demande aux autorités fédérales et européennes de mettre en place des mécanismes structurels de régulation des prix de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers, et en cas de crise exceptionnelle, des mécanismes de contrôle permettant de garantir les prix accessibles aux citoyens, aux indépendants, aux commerçants et aux PME, afin de ne pas oublier cette partie de la population andenaise qui en font les frais tous les jours aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Boucharou, pour votre intervention très pertinente. Monsieur Gillet. Juste une toute petite précision. En fait, les augmentations sont compensées en partie par une diminution des accises de l'électricité. Et le but de la région, enfin, ou du fédéral, c'est d'arriver à un résultat neutre. Maintenant, neutre, c'est difficile de le garantir, j'en suis bien conscient, parce que tout le monde n'a pas les moyens de passer à l'électricité. Hein? Mais enfin, il y a quand même une nuance à apporter. Là, ce n'est pas que du négatif. On a décidé de réduire les accises pour arriver normalement au même coût. On a estimé que ça allait coûter 40 € ou 4 €, je ne sais plus, par ménage, ces mesures-là. Donc, il faut quand même apporter cette nuance-là. Voilà, tout simplement. Merci. Merci pour votre intervention. Monsieur Doumont. Parmi l'ensemble des problématiques qui sont abordées, et on pourrait en parler longtemps, je vais m'attacher simplement au carburant. Un parti de la majorité a fait une infographie la semaine passée, jeudi à la Chambre, en disant diminution des accises. Et 2 heures plus tard, c'est dans le récit d'un parlementaire qui faisait le récit de la séance parlementaire, on augmentait les accises.
parce que c'était prévu au budget 2026, et donc il y a eu un vote par rapport à ça. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de rire. À qui profite le crime pour le moment? Aux pétroliers, soyons clairs, et à l'État belge, puisque en matière de TVA et en matière d'accise, si la base imposable est plus importante, eh bien les taxes sont plus importantes. Alors quand on nous dit on réfléchit au cliquet inversé, qui est prêt, qui est facile à appliquer, il est temps, parce que le diesel à 2,3 €, je pense même que pendant la crise énergétique qui a suivi la crise Covid, on n'a jamais vu ça. Et que ça pose un vrai problème pour les gens qui doivent aller travailler. Imaginez, les gens qui doivent remplir leur réservoir, ça devient maintenant un luxe d'aller travailler. Et donc, on ne peut que soutenir, évidemment, toute initiative qui dise arrêtons de rigoler, maintenant, passons à l'action. Merci, Monsieur Doumont. Monsieur Mattard. Merci, Monsieur le Président. Alors, à la lecture des considérants, je suis évidemment pleinement d'accord avec Monsieur Raskin et avec tout ce qui a été dit juste avant par mes collègues. Personne ne peut évidemment nier que les prix de l'énergie, tout particulièrement pour les personnes les plus faibles, sont devenus tout à fait insupportables. Donc le fait de rappeler au gouvernement qu'il y a une difficulté pour les ménages, pour les entreprises, mais aussi pour les petites entreprises et pour les ménages, c'est quelque chose de tout à fait légitime. Par contre, je dis quand même que dans la motion en elle-même, quel est le but d'une motion? Je fais une petite insiste. Quel est le but d'une motion? Il me semble que c'est quand même avoir une petite chance que quelque chose soit pris en considération et qu'on puisse au moins avoir un écho, un retour favorable de l'instance auprès de laquelle on envoie la motion. Mais ici, c'est dire, dénonce l'inaction du gouvernement fédéral et envoyer ça au gouvernement fédéral en espérant avoir un retour positif, dénonce l'insuffisance des réponses apportées par les deux gouvernements fédéral et régional, demander au gouvernement fédéral de revenir sur une réforme. Si j'avais dû formuler, avec les mêmes considérants, si j'avais dû formuler cette motion d'une autre manière, eh bien, j'aurais essayé de trouver des éléments de motion plus réalistes et en tout cas susceptibles d'être rencontrés, ce qui est probablement pas le cas ici. Et donc j'ai l'impression que cette notion à nouveau est quelque chose de... Pardonne-moi Philippe, mais elle est quand même plutôt politique. En gros, c'est le gouvernement fédéral est méchant, le gouvernement régional est méchant, et on va leur demander des choses qu'ils ne peuvent pas nous donner. Donc voilà. Moi, j'aurais rédigé ça autrement, de manière au moins à avoir une chance d'avoir un retour positif des deux gouvernements, fédéral et régional. Donc voilà, je n'ai pas envie, à titre personnel, de me joindre à une motion qui demande des choses qui sont tout à fait irréalistes et qui commence déjà par, je ne veux pas dire insulter, je n'irai pas jusque-là, mais par faire la leçon au gouvernement auquel on demande quelque chose. Donc nous, on n'est pas contre, franchement, c'est une bonne initiative, mais en l'état, nous nous abstenons. Merci, Monsieur Mattard. Monsieur Dumont. Philippe, je te poserai simplement la question, est-ce vraiment irréaliste de revenir sur sa réforme visant à augmenter les accises sur l'essence, le diesel, le gaz et le mazout, qui était certes prévu au budget 2026 du gouvernement fédéral, mais qui, vu les circonstances actuelles, est peut-être pas vraiment indiqué pour le moment. Je pense que là-dessus, on peut revenir sans aucun problème et ce n'est pas du tout irréaliste. C'est certainement intéressant. Non, à un certain moment, je vais quand même laisser le ping-pong pour ne pas non plus... Allez-y, Monsieur Mattard. Désolé, Monsieur le Président. C'est pas grave. Ça n'arrivera plus. C'est pas grave. Enfin, peut-être par distraction. T'as vu tout de suite, j'ai dit, hein. Attention, hein. Demande. Voilà. Ok, je suis d'accord avec Hugues, et c'est certainement une idée intéressante, et même une idée peut-être praticable, mais moi je ne fais pas partie du cairn budgétaire du gouvernement, je ne participe pas aux intercabinets, je ne suis pas documenté pour pouvoir me faire une idée précise des possibilités budgétaires de l'État fédéral et de la région. Donc voilà, aujourd'hui dire il suffit d'eux, et ne prends pas mal, Hugues, hein, on va rester amis après ça. Mais personnellement, je ne suis quand même pas partisan de la technique du yaka. Voilà, tu ne prends pas mal. Hein.
Voilà, merci, Monsieur le Président. Et vous voyez qu'on s'entend bien. Merci, Monsieur Matar. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Goossens. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, donc c'est compliqué pour tout le monde et je salue les interventions de mes collègues. Et la difficulté de pouvoir se chauffer, ce n'est pas que l'électricité. Oui, ça va baisser pour l'électricité, mais malheureusement, tout le monde ne sait pas mettre une pompe à chaleur. Tout le monde n'a pas les moyens. Il y a encore des gens qui chauffent au mazout, il y a encore des gens qui chauffent au bois, il y a encore des gens qui chauffent au charbon, c'est très rare. Il y a encore des gens qui chauffent à beaucoup de choses. Donc, c'est au pellet, voilà. Ouais. Ah ben voilà, ben donc... la variation de permettre à l'électricité n'est pas accessible pour tout le monde et l'essence, je pense que beaucoup en ont besoin et le cliquet est faisable, c'est dans les normes, je pense que c'est réalisable, il n'y a rien de fou. Mais voilà, quand on dit 2 heures avant qu'on le fait et 2 heures après on vote contre, effectivement, on fait des motions qui sont un petit peu pas très bien formulées, mais qui sont, à mon sens, totalement légitimes. Merci, Monsieur Goossens, votre intervention. D'autres interventions sur ce point? Non? Nous allons donc passer au vote avec les amendements. Je vous cède la parole, Monsieur le Bourgmestre, ce sera plus simple. Je propose que nous intégrions les amendements qui sont proposés par Monsieur Boucharouf. Est-on d'accord? D'abord. Est-ce que tout le monde est d'accord d'abord pour les amendements de Monsieur Boucharouf ou pas? Non, donc, voilà. On vote la motion. Voilà. Donc on vote maintenant la motion. Et je vais partir du côté de 5300. C'est un oui. PSDA. MR. Oui. Je reviens vers ADN et je les divise entre guillemets. Oui. Donc, voilà, engagé. on se recolle chaque fois. Hein. Ouais, ben, en tout cas, la frange engagée s'abstiendra. D'accord. Pour... Oui, je vous remercie. Vous avez tout noté, Monsieur le Directeur. Pour aborder le point suivant, concerne l'état civil population, c'est la dénomination d'une nouvelle voirie innominée permettant l'accès à la série Baudet à Sclégnot. Souvenez-vous, le passage à niveau a été fermé, question de sécurité, à hauteur de la Syrie et même un peu plus loin. Et une route parallèle a été créée. Et la dénomination de cette rue sera rue des Grumes. Ça ne pose aucun souci? Merci. Point suivant concerne les finances. Consultation aînée de Thon, ex-Lamèche, régularisation administrative et convention de partage de frais de locaux. Je vais céder la parole à l'échevin des finances, M. Erdekens. Comme l'intitulé, l'objet du point le dit, c'est une régularisation administrative. Hein, c'est pas très compliqué. En 2012, il avait été convenu qu'on finance 1200 € par an, mais à l'époque, c'était avec des bénévoles. Il y avait un accord tacite, oral. Et depuis, les bénévoles ne sont plus là et c'est l'ONE qui a repris. Il y a surtout un nouveau bail en 2025. Et donc, afin de régulariser ça et que ça soit en ordre d'un point de vue financier, administratif et légal, on fait cette convention qui permet à l'ONE de bénéficier de 1 200 €. C'est le soutien de la ville par rapport à cette antenne qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, derrière le boucher, en face de la pharmacie, à gauche, quand on rentre dans la vallée du Samson. Voilà. Merci pour ces précisions. Ça ne pose aucun souci. Merci. Unanimité, donc. Non, décidément, ça n'est pas chez moi. Monsieur Sampoli va prendre la parole sur ce point. Oui, vous savez qu'il n'est pas très habituel que l'on prenne la parole et qu'on ait un débat sur les intercommunales. Mais ici, je vais rappeler quand même que nous votons ici, non pas les comptes 2025 de l'intercommunale qui seront votés en juin, mais les comptes 2024 corrigés de l'intercommunale. Et en fait, à la lecture des documents et après analyse, mais on se rend compte qu'en fait, si la situation financière de l'intercommunale paraissait réjouissante à l'issue des comptes 2024, elle l'est quand même un peu moins.
puisque, en fait, les comptes annuels 2024 corrigés montrent en fait qu'il y avait une double comptabilisation en recettes. Donc, il y avait 2 fois une comptabilisation d'une somme de 900 905 €. Donc, qui provenait c'est un nouveau dispositif via la SPGE. Qu'il y avait ensuite un déficit du secteur eau, puisque certaines communes de la province de Namur sont desservies en eau par l'INASEP. Et donc, on a un déficit d'à peu près également 500 000 €. Puisqu'en fait, non, un résultat négatif d'1 449 000, plus important que prévu en MB 2024, de 562 000 €. Donc, il y a une somme importante. Et ensuite, 2 fois, ils n'ont pas perçu, ni en 2023, ni en 2024, des subsides provinciaux de 250 000 € chacun, ce qui fait 500 000 € en moins, alors que ça avait été prévu par le Conseil provincial à l'époque. Donc, face à cette situation, je ne pense pas que nous puissions être en désaccord avec le compte. Le compte, c'est un chiffre. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus rester les bras ballants et inactifs face à cette situation. Donc je propose, et je l'ai fait parce que on a analysé encore toute fin de semaine, les chiffres avec Fabien Santerre. Moi, ce que je vous proposais, c'est qu'on s'abstienne sur les comptes et qu'on donne un mandat à nos représentants. Mandat pour questionner le conseil d'administration de l'intercommunal et sa direction. Que l'on puisse donner des charges aux administrateurs, oui, mais on ne peut pas se prononcer. Enfin, il faut quand même qu'on sache pourquoi. Et ce qui est en plus interpellant dans le chef ici de l'INASEP, de l'intercommunal, c'est que, en fait, ils travaillent un peu comme ils ont fait, d'une part, la province travaille comme elle l'a fait pour Image, en ne versant pas les subsides qui étaient prévus. Ça, c'est une chose. Et 2, la difficulté qu'on rencontre et face à laquelle on se trouve, c'est de voir si le secteur eau de l'INASEP est quelque chose de viable. Et il me semble qu'il n'est pas normal que chacun des associés communaux intervienne financièrement dans le déficit d'une partie, d'un secteur de l'intercommunal. Nous devons supporter, nous, déjà, le coût qui est fixé par la SWDE dans le cadre du coût vérité. Si déficit de la SWDE il y a, ou si intervention complémentaire de la SWDE est sollicitée, nous, en tant qu'associés et bénéficiants du service de production de la SWDE, nous prenons en charge la part qui nous revient, mais on ne doit pas, à mon sens, intervenir financièrement pour les communes du sud de la province qui sont, elles, alimentées par l'INASEP. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'abstienne et qu'on donne mandat à nos représentants pour questionner le conseil d'administration, 1, sur la problématique de la séparation du secteur de l'eau, de production d'eau des autres secteurs, 2, sur ce différentiel de 906 000 €, comment ne l'ont-ils pas vu, et 3, sur le fait que la province n'a pas assumé pendant les années 2023, 2024 et peut-être 2025, mais ça, nous n'avons pas encore les comptes, ce à quoi elle s'était engagée. Merci, Monsieur le bourgmestre, pour toutes ces précisions plus qu'intéressantes. Est-ce que nous sommes tous d'accord avec la proposition émise par Monsieur Sampoli? Puis-je me permettre aussi de rappeler... Quelqu'un veut prendre la parole? Je propose de mandater Monsieur Sampoli, justement, puisque il siège là-bas. Oui, mais justement, j'allais justement rappeler qui avait été désigné, au cas où certains l'auraient oublié. Donc, il y a Monsieur Sampoli, Madame Christine Baudard, Madame Hélène Avlanche, Madame Isabelle Magnier et Madame Bojanowska.
Alors, c'est bien le 8 avril au siège social de l'intercommunal rue des Villots à Nanine. Ils signalent déjà que si le quorum ne pouvait être atteint le 8 avril, ils en prévoient une seconde le 15 avril, toujours au même endroit et à la même heure. Comme ça, vous avez l'info. Vous pouvez passer au point suivant. Point suivant, il va être très rapide puisque... Ah, j'avais pas vu. Pas de souci. Ce que je voulais ajouter, en tant que justement mandaté par la ville pour donc le conseil d'administration d'INASEP, c'est que nous avons constaté la même erreur que vous avez déjà remarquée. Et donc, il nous semble tout à fait normal de poser des questions pendant ce conseil d'administration concernant ces erreurs qui s'élèvent quand même, qui réduisent la recette finale de presque 1,5 million quand même, hein, donc c'est pas rien. Et donc voilà, je rejoins ici Vincent à ses remarques. Merci pour votre intervention. Le point suivant concerne la jeunesse. Il va être très vite passé puisqu'il est reporté. Le point suivant, marché public, c'est une communication. Donc c'est un marché public passé par délégation. Je suppose que ça ne pose aucun souci. Point suivant concerne la mobilité. Oui. Madame Alleux. Sur les marchés publics, oui, j'avais juste une question. Il y a une mare didactique. Je ne sais pas, pour 3 000 euros. Oui, quelque chose comme ça. Et donc, ma question, c'était où est-elle, pour qui voilà, quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour les écoles, le grand public? Voilà. Parole à M. Constantini va vous répondre, Madame Alleux. Madame Alleux, c'est une mare didactique qui a été réalisée à l'école communale de Namèche et qui complétait tout un projet autour d'un verger d'espace pédagogique pour les enfants et qui terminait l'implantation ou les derniers travaux sur le site de l'école de Namèche. Les travaux étaient réalisés dans le cadre d'un subside lié à l'environnement. Est-ce que c'est Proximity ou est-ce que c'est une autre source de financement de la Wallonie, mais c'était une subvention wallonne. Et objectivement, je vous encourage toutes et tous à aller vous rendre sur le site le site Soumeuse, comme on l'appelle. Les derniers travaux au niveau de la cour de récréation seront terminés dans les mois à venir. En tout cas, je l'espère, avant de terminer la voirie qui descend vers le site et le parking de la salle communale. Mais en tout cas, le site scolaire en lui-même est maintenant quasiment abouti et c'est une véritable réussite. Vraiment. Un exemple d'école et d'espace scolaire pour les enfants en premier lieu, mais aussi pour les équipes pédagogiques. Donc voilà, vraiment un succès. Et si on en avait les moyens, on devrait pouvoir le réitérer dans tous nos villages et dans les divers réseaux d'enseignement concernés. Merci, Monsieur Constantini, pour ces précisions. Et merci, Madame Alleux, pour votre intervention. Nous allons entamer le point mobilité. Le premier point concerne le plan communal de mobilité. Y a-t-il intervention de M. Mattard? En fait, nous sommes à la phase 3 du plan communal de mobilité. Donc, il a été présenté par notre bureau d'études. Donc, suite à cela, il y a eu une enquête publique. Des personnes ont pu se manifester. Certaines se sont manifestées. Elles ont eu en retour un courrier qui précisait les choses, qui disait qu'on prenait en compte leurs demandes, mais qui disait aussi que certaines sortaient du cadre du plan communal de mobilité et que nos services restaient à disposition pour y répondre. Alors, on a eu des remarques par rapport à Anton, et donc Anton n'était pas concerné spécifiquement par ce dossier. Et donc, nous avons répondu et nous proposons aujourd'hui simplement de prendre acte des remarques qui ont été formulées et de les transmettre à Monsieur le ministre pour validation du plan communal de mobilité. Merci pour la présentation. Monsieur Mattard.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Alors, ce PC, bon, on a effectivement eu une présentation par le bureau d'études. Il y a de cela, je ne sais plus, c'était un an ou deux, plus ou moins. Et on est... Non, pas tout ça. Non, pas tout ça. Un an 7-8 mois. Oui. Oh, Non. le temps passe. Je pensais que le temps passait plus vite. On a eu la présentation qui a donc 7-8 mois. Oui, c'était l'été dernier, je pense. Hein. Nous avons une présentation également CCATM. On a eu un débat très serein en CCATM. Il n'est pas question de dire ici que le plan de mobilité est foncièrement mauvais. Et je pense qu'il faut avoir du respect pour le travail qui a été accompli par les bureaux d'études, mais il contient quand même, et quand on prend un peu de distance, il contient quand même pas mal de points de déception. Alors, on l'avait dit en des temps suspects, hein, c'est-à-dire en période électorale, c'était un peu l'Arlésienne que nous attendions tous depuis longtemps, ce plan de mobilité. Hein, on savait qu'il existait, qu'il était en conception ou en gestation, mais on ne le voyait pas arriver. Alors, premier élément, c'est la phase diagnostique. La phase diagnostique, elle était extrêmement longue. Elle est extrêmement longue et elle est également extrêmement documentaire. On a des données qui datent de 2014, on a des données qui datent de 2011, des données qui, bien souvent, lorsqu'on doit prendre une décision, ne sont plus vraiment d'actualité. Alors, c'est un plan également qui est extrêmement ambitieux. Il est ambitieux sur la réduction de la part modèle de la voiture, sur la croissance de la part modèle du vélo, mais on ne voit pas trop ce qui, dans le plan, répond à ce diagnostic hein, de l'importance de la part modèle de la voiture, qui est de 87,5%, si j'ai bonne mémoire, dans le plan. On a ce plan de mobilité qui anticipe très peu les transports de marchandises et leurs enjeux, parce qu'on a beau dire on peut augmenter la part modèle du vélo, ce qu'il faut faire, diminuer la part de modèle de la voiture, ce qu'il faut faire. Mais si on y répond sans se pencher par ailleurs sur les conséquences de l'augmentation des charrois andines, de transport de marchandises, et on pense évidemment à Carmeuse, dire aujourd'hui à nos concitoyens on a un plan de mobilité, ça va arranger tout, et si demain on a des charrois liés à l'extension de la carrière de Carmeuse qui viennent s'ajouter à la circulation, tous les efforts que l'on va faire ne sont pas pris en considération. Et donc là, on reste un peu sur notre faim. Nous avons le sentiment que tout n'est pas pris correctement en considération. Il n'y a pas non plus de comptage empirique, c'est-à-dire de diagnostic empirique de la mobilité andine. Hein. Je le répète, très documentaire, mais très peu empirique. On a un plan qui n'est, nous semble-t-il, et je me permets de m'exprimer, mais je suis certain que Hugues me complétera, qui n'est pas très smart. Il n'est pas très smart, ce plan, parce qu'on a une part modèle du vélo dont on s'attend à ce qu'elle soit multipliée par 5 à l'horizon 2030. On ne voit pas trop comment on pourrait avoir un tel objectif se réaliser dans des délais aussi courts. Puis, M. le Bourgmestre vient de parler de l'enquête publique. Il a répondu, la commune a répondu aux observations des riverains qui étaient peut-être, pour partie en tout cas, liés à la plaine d'Anton. Mais je ne partage pas totalement le point de vue de M. le Bourgmestre. On ne peut pas dire qu'Anton est un élément qui ne doit pas être pris en considération à ce stade. Anton est une perspective d'aménagement. Ne pas la prendre en considération dans le plan de mobilité ne me semble pas tout à fait pertinent. C'est un avis personnel. Et puis, il y a un autre élément qui est important, me semble-t-il, c'est le schéma de développement communal. Dire aujourd'hui, le plan de mobilité, on va le laisser partir, mais on ne le connecte pas et on ne nous dit pas à ce stade, les auteurs du plan ne nous disent pas de quelle manière on va connecter et quelle partie du plan de mobilité au futur schéma de développement communal. C'est un peu acheter un chat dans un sac. Donc nous, je vous avoue, malgré les efforts du bureau d'études, on reste vraiment sur notre faim. On a l'impression que c'est un plan extrêmement théorique, dont le diagnostic est essentiellement documentaire, qui a peu de lucidité et peu de réalisme par rapport à ses objectifs, et qui ne prend pas en considération l'ensemble des enjeux de la mobilité et du transport à Andenne.
Donc voilà, nous on est en tout cas assez mal à l'aise par rapport à l'adoption de ce plan aujourd'hui. Merci, Monsieur Mattard. D'autres personnes? Non? Ok, on va pouvoir donc passer au vote. Monsieur le bourgmestre. 2 secondes sur l'aspect factuel des choses. Ben, évidemment, le plan communal de mobilité, il a été rédigé à tenter. Maintenant, et ça fera l'objet d'une motion au conseil communal du mois d'avril, saviez-vous que l'organe communal du bassin de mobilité voulait supprimer la ligne 12 de bus qui mène de Namur à Huy. On veut la supprimer parce que, simplement, de l'autre côté, sur l'autre rive, il y a le chemin de fer. Alors, mais ça veut dire, c'est une IEPSI qui est portée par cet organisme et par le gouvernement, pour lequel nous allons, le mois prochain, demander qu'il y ait présenté une motion allant contre la suppression de cela. Alors on nous dit, oui, il y a de l'eau. Mais moi, j'ai demandé qu'on rachète au kayak Ancio à Ansrem tous les kayaks, parce que je plains les personnes qui habitent Benahin, qui habitent Thon, qui habitent Givre, qui vont devoir aller chercher le train parce qu'il n'y aura plus de ligne de bus. Hein. Oui, on peut mettre un pont, mais on va demander au ministre Haneken qui nous le finance. Allez, voilà, je propose qu'on passe au vote. Merci, Monsieur le bourgmestre, pour ces quand même précisions, remarques très très importantes et pertinentes. Nous allons donc passer au vote. Je vais commencer par 5300. Oui. Oui. Emer. Oui. ADN, je vous ai laissé le temps un petit peu de parler. Et pour le groupe ADN dans son entièreté, oui. Eh bien, ce serait une abstention. Je vous remercie, Monsieur Matin. Alors, les autres points concernent la circulation routière. Permettez-moi de les énumérer et arrêtez-moi s'il y a une petite précision en plus. Je sais que Manu, parfois, tu as... C'est pas du tout une critique, hein, que du contraire. Hein. Mais il ne faut pas hésiter de m'interrompre. Ça va? Allez, le deuxième point, c'est à Andenne, avenue Reine-Élisabeth. Réservation de stationnement, pas de souci. Coutis, rue des Arches Royales, chemin numéro 9, chemin réservé, pas de souci. Landenne, rue de la Housseille, zone d'évitement striée, pas de souci. Landenne, rue du Repos et rue de la Sabonnière, chemin réservé, pas de problème. Landenne, rue de Troca, îlot directionnel, pas de problème. Landenne, rue de Pontillas, zone d'évitement striée, pas de souci. Seille, rue de la Caserne, organisation du stationnement. Seille, rue du Cimetière. Seul, c'est Seul. Ah, ça va, merci. Seille, rue du Rivage, zone d'évitement striée. Seille, rue Poilsard, zone d'évitement striée. Seille, rue du Muguet, zone d'évitement striée. Athon, rue des Sarrasins, chemin réservé. Sarrazin, pardon. Rue du Athon, rue du Sanson, zone d'évitement striée. Pas de souci? Je vous remercie. 9e point, c'est le patrimoine. C'est l'acquisition par la ville d'Andenne de 2 œuvres contemporaines. Monsieur Constantini, un petit mot là-dessus? Oh, mais tout est dans la note, vous savez, Monsieur le Président. Oui, après, c'est vrai que c'est important, finalement, en termes de vitalité de nos espaces d'exposition permanents et temporaires, de pouvoir finalement les faire évoluer au gré du temps pour permettre à des visiteurs, quand ils reviennent au phare et dans les espaces muséaux, de ne pas avoir la sensation de revenir et faire une bis repetita de la première visite sans avoir finalement le plaisir, le bonheur de découvrir de nouvelles pièces au sein des espaces qui composent ce magnifique pôle culturel et touristique andennais. Donc voilà, la volonté, c'est de pouvoir acquérir au fur et à mesure du temps et en fonction des coups de cœur de nos équipes, des conservateurs, voilà, des pièces qui sont tout à fait uniques dans leur genre et qui contribuent à la beauté de nos lieux. Voilà. Merci pour ces précisions. Monsieur Gillet. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Donc, la seule chose, c'est que
ce serait peut-être bien qu'on ait une photo. Quand il y a une acquisition d'une pièce comme celle-là, qu'on se rende compte exactement de la beauté de la pièce, en fait. Hein, voilà. Oui, avant, on avait des photos. Ouais. Et pas une photo de Benjamin. Hein. Ah non, vous l'avez en... C'est pas une belle pièce, Mais j'espère ne pas encore être dans un musée, à moins. Merci pour cette la remarque très est bonne pertinente. proposition. Le point suivant concerne les ressources humaines. Au niveau de la VIC, rapport concernant l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, toujours difficile de prononcer ce mot-là, pour l'année 2025. Personnes différentes, merci Sandrine, j'essaierai d'utiliser ça. Quoique dire différent, c'est pas... Enfin, extraordinaire, voilà, je préfère ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des remarques ou quelqu'un veut prendre la parole sur ce point? Non, je vous remercie. Point suivant, c'est la tutelle, c'est des simples communications. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Et on va pouvoir entamer le chapitre questions-interpellations. Et nous allons commencer par la deuxième, puisque la première a été reportée. J'insiste bien, reportée. On verra bien. Interpellation de Madame Elena Blanche pour le groupe PSDA. Le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient entraîne des conséquences sur le prix du gaz, de l'électricité et des autres carburants. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient entraîne des conséquences sur le prix du gaz, de l'électricité et des autres carburants, comme nous le constatons tous. Si ces augmentations ont des répercussions sur les ménages et sur les CPAS, au travers notamment du Fonds social chauffage, du Fonds social mazout et du Fonds électricité, il en est de même pour les villes et autres structures connexes qui voient les prix de l'énergie exploser. À titre d'exemple, ce 17 mars, le prix de l'électricité était pour les périodes des 2e, 3e et 4e trimestres 2026 de 96,37 avec une tendance à la hausse de 2,87 ou pour le 4e trimestre à 109,92 avec une tendance à la hausse de 1,39. Pour le gaz, le prix était pour les mêmes périodes de 55,292 avec une hausse de 1,51. Pour le 4e trimestre, 53,580 avec une hausse de 1,74. Dès lors, ma question est simple. Quelles sont les conséquences financières pour la ville et ses entités consolidées? Merci. Je vous remercie pour votre interpellation. Je vais céder la parole à Monsieur le bourgmestre. Je remercie Madame Blanche pour cette interpellation, à laquelle je vais répondre en deux temps. Tout d'abord, par rapport à l'électricité et au gaz des bâtiments, il se fait en fait que nous avons la possibilité d'acheter le gaz ainsi que l'électricité à long terme. Ça veut dire qu'on peut cliquer et bloquer des prix. Donc les prix que vous avez mentionnés aujourd'hui, mais en fait, à la date où ils apparaissaient sur le tableau, si nous avions cliqué à ce moment, mais nous aurions eu les prix de 55,292 pour le gaz, 54 ou 53,580 suivant la période. Or, il se fait que nous avons la chance, et je le dis en toute sincérité, d'avoir une personne, en l'occurrence, notre juriste, M. Vincent Bourret, spécialisé en marché public, qui s'est intéressé à la demande du collège à la chose, et que depuis 2 ou 3 ans maintenant, il assure un monitoring complet du prix de l'électricité et du gaz. Ce qui fait qu'en fait, nous avons cliqué notre gaz à 33 € pour l'année 2026 et pour l'année 2027, et que nous avons cliqué à 82 € pour ce qui concerne pour l'électricité pour l'année 2026. Ça veut dire que pour l'année 2026, nos prix sont bloqués. Ils sont également bloqués pour toute ou partie de 2027, suivant que nous soyons en gaz ou en électricité. Ce qui fait, grosso modo, ce qui nous permet d'avoir une économie d'environ
140 000 euros, enfin d'éviter une dépense supplémentaire de 140 000 euros. Par contre, la situation n'est pas la même pour ce qui concerne le mazout et les carburants, où là, nous bénéficions simplement dans le cadre d'un marché public d'une ristourne sur le prix pratiqué à la pompe ou sur le prix du mazout de chauffage. Et donc, cette ristourne, elle est limitée, mais quand le prix du carburant augmente, ou que le prix du mazout augmente, nous en subissons les conséquences. Donc, si nous avons épargné 140 000 euros d'un côté, on peut, par une bonne gestion, je dirais, du prix du gaz et de l'électricité, mais en revanche, nous allons, si toute chance restant égale, mais on ne sait jamais comment ça va évoluer, mais toute chose restant égale, à l'instant T, le supplément pour la ville serait de 140 000 euros également. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le bourgmestre, pour votre réponse, vos réponses. Madame Avalanche, vous avez un droit de réplique. Merci pour ces précisions et je me réjouis de cette gestion qui a pu sécuriser les prix. Merci. Merci beaucoup pour votre interpellation. Interpellation suivante de Monsieur Gidet. Projet de remise en état de la voirie, planning de réparation des routes. Le micro, Manu, n'est pas activé. Moi, j'ai une voix forte. La semaine de gel de cette année a détérioré les routes, créant de nombreux nids de poules. Ceci est inquiétant pour les raisons suivantes. Qualité du revêtement, il est anormal que des nids de poules se forment à la suite d'une semaine de gel et de neige. Serait-ce lié aux couches minces ajoutées lors de la réparation des routes ou alors la porosité des revêtements permettant l'infiltration d'eau? La sécurité des usagers faible, cyclistes, motards. L'accélération des dégradations engendrant des risques de dommages pour les voitures, bridgeantes. L'augmentation des coûts d'entretien de la voirie en ces temps difficiles. Ceci me conduit à poser la question suivante. Est-il possible de préciser quels sont les projets de remise en état de la voirie communale? Certains nids de poules ont déjà été réparés de manière temporaire pour des raisons techniques liées à la météo. Ils devront donc être réparés de manière durable. Serait-il envisageable de mettre à notre disposition un planning de réparation des routes communales ainsi que le type de réparation? Alors, quelques exemples de routes dégradées, mais vous les connaissez sûrement. L'ancienne chaussée de Ciney, rue sur la Rep, rue de Hayo. D'avance, je vous remercie. Merci pour votre interpellation. Je vais céder la parole à Monsieur le bourgmestre. Alors, si vous le permettez, je vais d'abord faire une réponse technique. Et je remercie évidemment le service technique et M. Fripia pour les informations communiquées. Je vais faire une réponse technique et ensuite plus politique. Tout d'abord, il n'est pas anormal de constater l'apparition de nombreuses nouvelles ornières sur les voiries après une période de gel et ou de neige, même si celle-ci est très courte. Pour information, les centrales à tarmac sont fermées depuis le mois de novembre et toutes les réparations réalisées ces 2-3 derniers mois sont faites avec du tarmac à froid. Celui-ci ne tient pas en période de gel. Ensuite, le cycle gel-dégel n'est pas seul en cause dans l'apparition d'ornières. En cas d'épisode neigeux, le passage du chasse-neige crée également certains dégâts, leurs lames étant posées directement sur le tarmac et pouvant accrocher les irrégularités les plus importantes du revêtement. Nos services sont bien intervenus sur toutes les nouvelles ornières constatées et signalées suite aux derniers épisodes de froid et de neige. Mais toutes ces réparations sont faites au tarmac à froid, qui seront enlevés et remplacés par du tarmac à chaud dès la réouverture des centrales à tarmac. En ce qui concerne l'année 2026, et c'est un regret, je pense, à titre personnel, mais aussi pour le service technique, nous ne saurons finaliser que une seule rue, la route industrielle, qui nous aura coûté un bras, une jambe, un rein, et peut-être pour la personne qui gère ce dossier, un peu de neurones, tellement c'est compliqué. Il est évident que rénover une voirie sur 3,5 km dans un complexe industriel tel que celui de Seille
nécessite forcément des adaptations. Souvenez-vous, le premier jour où on a entamé les travaux, les fils qu'il y avait, c'était, je vais pas donné de nom de ville, mais on était dans un pays où on n'avançait plus et c'était la congestion totale de nos voiries. Ce qui a fait que pour le bien légitime, pour permettre légitimement à nos entreprises de travailler, nous avons décidé de travailler en chantier mobile. Ça veut dire que la voirie n'a jamais été fermée, qu'il y a toujours eu des possibilités de circulation pour les entreprises. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas, et je peux prendre un témoin, François Zionard, qui est l'échevine en charge du commerce et de l'économie, aucune entreprise ne s'est à un moment donné manifestée pour nous dire que le chantier les empêchait de travailler, mais que du contraire, mais cela a un coût. Et quand on verra la facture finale de ce chantier, on se dira que lorsque Maxime Prévost est venu, lorsqu'il était ministre de l'économie en région Wallonne et qu'il nous avait promis dans le cadre des routes pour l'emploi, on allait avoir un subventionnement presque total, mais je pense qu'il a épargné 7 millions d'euros à la Wallonie, moins 2 millions que nous avons reçus. Je pense qu'il a épargné 5 millions d'euros en ne le faisant pas. Donc, le cadastre, donc, seulement, nous finaliserons seulement cette route industrielle et pourront, et je l'espère de tout cœur, réaliser la rue Vieux-Tauve à Coutis qui le mérite bien. Les autres interventions qui sont envisagées seront très localisées et il n'est pas possible de les lister tout ici. Un cadastre des voiries a été réalisé à nouveau en 2025. Et à l'instar de ce qui s'était passé en 2023, notre volonté est de répertorier d'une part les voiries, de définir leur état de dégradation et par-delà dire à quel endroit on intervient et quel type d'intervention on met en œuvre. Mais il est impossible, dans le budget actuel qui a été réduit puisque nous sommes passés de 9,5 millions d'euros d'investissement annuel à l'extraordinaire à 6 millions d'euros, ça veut dire que nous sommes passés aussi de 3 millions d'euros à 2 millions d'euros. Il nous est impossible en 2026 de lancer, comme en 2023, des grands plans d'investissement en raclage-pose ou en schlam, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc c'est les enduisages, donc qui étaient les enduisages estimés à 250 000 euros par an et pour ce qui concerne les raclages-poses à 750 000 euros par an. Nous ne pourrons pas cette année le faire. Nous espérons simplement que la route industrielle se termine pour que l'année prochaine, nous puissions redévelopper un plan d'investissement qui ne sera pas celui qu'il était auparavant, mais simplement qui permettra de garder des voiries en bon état. Merci, monsieur le bourgmestre. Merci. Mais j'ai quand même 2 nids de poules que j'aimerais bien voir réparés. C'est celui en bas de l'ancienne chaussée de Sidet, qui pour moi est franchement dangereux, et celui en bas de la route des Aguesses, qui est aussi franchement dangereux, et qui sont nouveaux, qui sont agrandis en tout cas par le gel. Ouais. Voilà, merci pour votre réplique. Ceci termine la séance publique. Je remercie le public, la presse, les téléspectateurs, mais aussi la teneur de nos débats. Sérénité, complicité, sourire, et tout ça pour faire avancer notre belle ville. Prochain conseil communal, 20 avril, même endroit, même heure. Bonne soirée à tout le monde.